Bienvenue dans l'émission Deviens artiste de ta vie, le podcast dédié à votre croissance personnelle. Ici, on parle de changement de vie, de nouveaux départs. On ose, on s'autorise, on se reconnecte à l'essentiel, on assume qui l'on est. Je suis Anne-Sylvie Dutry, entrepreneuse multifacette, conférencière inspirante et experte en prise de parole en public. Chaque épisode est une véritable invitation à l'introspection pour vous permettre, vous aussi, de devenir artiste de votre vie. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix pour lui donner de la visibilité. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, mon invitée du jour est auteure, compositeur, interprète. Originaire de Lille, elle quitte sa France natale à 17 ans pour débarquer au Canada. Aujourd'hui, elle va nous partager son parcours qui a été fait d'un ascenseur émotionnel, solaire et pétillant. Derrière ce sourire se cachent beaucoup de combats personnels. J'ai le plaisir et la chance d'accueillir Lily Rode. Bonjour Lily. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est rencontrés dans le cadre d'un réseau professionnel et voilà, tu étais venue partager une innovation dont on parlera juste après, puisque la thématique vraiment de ce podcast, c'est de, voilà, deviens artiste de ta vie et tu vas nous expliquer, et ça tombe bien puisqu'en plus on est originaire de la même ville. Tu es chanteuse et tu parcours la France en long, en large et en travers. Et tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours et on va arriver justement à qu'est-ce qui a fait que tu aies déjà écrit un livre et aussi créé une application innovante, mais on reviendra sur le sujet juste après la présentation. Déjà, ce que j'aimerais que tu nous partages, Lily, c'est quel genre de petite fille étais-tu? J'étais une petite fille pleine de vie qui chantait tout le temps. Mes parents faisaient la chasse à mes concerts sur la table basse. Je grimpais sur la table basse, je prenais la télécommande et je me mettais à chanter. Donc j'ai toujours, voilà, la musique, ça, depuis toute petite, ça a vraiment fait partie de ma vie. Je faisais du tennis aussi, donc je faisais du sport. Et j'aimais beaucoup l'école. J'ai toujours bien aimé apprendre. J'aimais bien découvrir des choses. J'avais l'impression, alors on n'est pas à l'heure des réseaux sociaux, hein, donc c'était par les livres que je découvrais le monde. Et c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de voyager très rapidement. J'avais la bougeotte. Alors justement, est-ce que tu étais dans une famille d'artistes ou au contraire, tu étais un petit peu l'électron libre qui a décidé de faire les choses à sa façon? Parce que partir de la maison à 17 ans, c'est tout. Alors, il n'y a pas d'artiste dans ma famille, à part mon papa qui aime bien chanter et qui m'a appris l'anglais grâce aux chansons des Beatles. C'est chouette Euh, comme apprentissage en tout cas. Bah oui, c'est ça qui m'a donné le goût de l'anglais. Et par contre, il paraît, alors mon grand-père avait fait de la généalogie et il paraît qu'on avait un homme orchestre qui était parti faire fortune aux États-Unis. Alors peut-être que ça remonte à ça, je sais pas. Mais non, moi je suis plutôt, non, il y a vraiment pas d'artiste dans la famille. J'étais la seule à prendre un petit peu cette voie-là. Alors justement, ce parcours d'artiste, ça a été pour toi quelque chose de magique parce que je suppose quand on a 17 ans, qu'on décide de parcourir le monde et de partir au Canada pour vivre de sa passion, puisque tu es parti pour faire une école de danse, c'était quoi ton déclic justement pour partir? Ici, tu te sentais trop à l'étroit ou tu avais vraiment des envies, voilà, de grandeur, de rêve, alors américain, même si c'est nord-américain? Alors ça s'est pas exactement fait comme ça. Le voyage s'est mis sur mon chemin, on va dire. En fait, j'ai fait des concours d'éloquence du Rotary Club. Donc mes parents ne sont pas de rotariens, donc je ne connaissais pas du tout ce milieu. C'est ma prof de français qui m'avait inscrite. De fil en aiguille, mais je me suis retrouvée en finale et j'ai fait ce que j'avais fait durant les tours précédents, c'est-à-dire qu'à la fin de ma présentation, j'ai chanté. Alors, on m'a dit qu'en fait, voilà, donc je finissais deuxième parce que ils ne souhaitaient pas forcément que l'année d'après, ça devienne la Star Academy. À la base, c'est un concours d'éloquence, hein, donc on est censé parler. Et par contre, j'ai sympathisé avec un Rotarien qui s'occupait des échanges de jeunes et qui m'a dit, mais écoute, si tu veux, nous, on organise des échanges pour les jeunes pour partir un an à l'étranger.
Si ça t'intéresse, alors moi je dis bien évidemment tout de suite oui que ça m'intéresse, mais comme tu t'as parlé d'ascenseur émotionnel, et c'est exactement ça, puisque juste après il me pose la question de savoir quand est-ce que je vais avoir 18 ans, et en fait j'allais avoir 18 ans en septembre, et les règles c'est qu'on doit être mineur pour partir, pour des raisons d'assurance et autres, de délégation d'assurance. Donc voilà, donc ascenseur émotionnel. Finalement, de fil en aiguille, je sympathise avec une famille qui me propose de partir un mois au Canada. Donc, je pars un mois en vacances. Et pendant le mois où je suis là-bas, eh bien, écoute, il y a une jeune Belge qui décide de ne plus partir. Donc, sa place est libre. Ils ont personne. Et donc, on me propose la place. Alors, ça se fait de façon géniale parce qu'en fait, ils appellent mes parents en France en disant on a une opportunité pour votre fille, elle peut partir au Canada. Mes parents qui disent, mais notre fille, elle est déjà au Canada, en fait. Comment ça, votre fille est au Canada? Et là où je pouvais partir, c'était à une demi-heure de là où j'étais déjà. Donc, comme quoi, comme parfois les choses s'alignent, en fait, c'est juste, ça s'invente pas, quoi. Alors, par contre, il y a une petite chose à pas oublier, c'est qu'il faut un visa. Ah oui. Et donc, forcément, retour à la maison pour changer de visa. Et là, mon père me dit, écoute, on va directement à l'ambassade, on va gagner un petit peu de temps. Et puis bah, à l'époque, c'est 3 6 mois hein, les visas. Ça l'est toujours d'ailleurs, je crois. Et puis en fait, en allant, en me baladant, c'est long, on devait attendre, hein, donc je me rends au washroom, comme on dit chez les, les Américains. Je rentre littéralement dans quelqu'un qui me dit ah, bah, qui commence à me parler en anglais. Et je dis non, mais attendez, je suis pas canadienne, en fait, je suis française, mais je reviens du Canada, je voudrais repartir. Il me fait quoi? Donc je lui raconte mon histoire. Et puis il me dit voilà, par contre, vous savez, on a beaucoup d'attentes là en ce moment sur les visas. Je dis bah écoutez, de toute façon, c'est comme ça, je partirai quand j'aurai mon visa. Et en fait, là où tu sais, les moments où tu dis mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde va déposer son dossier et repart et que nous, on nous demande d'attendre? Et en fait, je suis partie avec les compliments de monsieur l'ambassadeur qui avait directement signé mon visa. Donc je suis repartie aussi vite. Et arrivé là-bas, du coup, c'est des écoles en fait bah, à l'américaine, hein, même si c'est au Canada, où on choisit un peu ses cours. Donc moi, comme c'était une année blanche, puisqu'elle n'allait pas être reconnue dans mon cursus scolaire, j'en ai profité pour faire comédie musicale, danse, chant, guitare. J'ai fait un petit peu d'économie et de politique canadienne. Comme ça, j'ai aussi appris un peu le pays, un peu de littérature pour faire du Shakespeare. Et j'étais bien contente de faire finalement tout ce que j'aime. Chouette. Alors justement, dans tout ce parcours qui paraît idyllique, vraiment top, etc., tu as vécu par contre des choses pas forcément drôles et pas forcément évidentes. Euh, et surtout aussi, tu as connu, j'allais dire, des choses pas faciles, mais aussi ça t'a amené à te reconnecter à ton corps. Est-ce que tu étais à ce moment-là complètement déconnecté du corps et c'est des soucis de santé qui t'ont amené à te reconnecter à ce corps ou tu avais toujours pris l'habitude, parce que tu faisais beaucoup de sport aussi, donc tu avais pris l'habitude aussi de certainement prendre soin de toi. Comment ça s'est passé justement pour être plus attentive à ces... parce qu'en fait, tu as aussi connu des maladies chroniques. Comment ça s'est fait ce questionnement sur ce que tu ressentais en fait? Bah, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie parce qu'en fait, très jeune, c'est-à-dire en sixième, je suis victime de harcèlement scolaire qui va relativement loin, suffisamment loin en tout cas pour me déscolariser. Et la conséquence de ça, ce sera des troubles du comportement alimentaire et notamment de l'anorexie que je mettrai bien plus de 10 ans à m'en débarrasser. Je m'en débarrasserai justement grâce à cette première reconnexion, c'est-à-dire enfin me dire que parce que bah, quand on est un peu différente, bah, comme je te disais, hein, j'aimais bien l'école, voilà, j'avais une certaine naïveté aussi, je pense, qui fait voilà, il fallait un bouc émissaire et c'était moi. Euh, le fait de justement partir dans un pays où bah, t'es pas bonne à l'école tout de suite parce que tu parles pas complètement bien la langue, bah, finalement on apprend à te connaître avant d'apprendre enfin voilà, avant de savoir que tu as des facilités. Et puis en général, quand on connaît, on m'aime bien. Donc là-bas, j'ai pas eu forcément, au contraire, c'était plutôt un atout parce que tout le monde se battait pour que je sois dans leur groupe. Là où, donc, ce qui finalement était une faiblesse, enfin, pas une faiblesse, c'est pas une faiblesse, mais ce qui était, voilà, ce qui m'a nui en France,
C'est ce qui a fait que mon année au Canada, elle était si géniale en fait. C'est que c'est cette envie de faire plein de choses, ce goût pour faire plein de choses, là-bas, c'était vraiment valorisé. Et donc il y a eu cette première reconnexion à me dire, mais en fait, non, mais je mérite de vivre en fait. Et quand on se dit qu'on mérite de vivre, bah, petit à petit, les troubles alimentaires diminuent. Donc cette première reconnexion-là. Et ensuite, par contre, après, c'est vrai que je suis partie dans une carrière de chef de produit acheteuse. Qui était, alors sur certains côtés, génial, hein, c'était les belles années de la VPC dans le nord de la France. Je voyageais en première, voilà, on avait un peu la vie qu'on voit dans certains films. Par contre, c'est vrai que moi, j'étais à cette période-là, j'allais de migraine en migraine en fait, ça ne s'arrêtait jamais. Donc je mettais ça sur la fatigue, sur le décalage horaire, mais finalement, quand j'étais en vacances, j'avais aussi des migraines. Donc, ça m'a amené à me poser les premières questions. Donc, tu parlais de maladies chroniques, j'irais plutôt des douleurs chroniques, parce que j'ai pas de maladie en tant que telle, c'est des douleurs en fait qui ont toujours jalonné mon parcours. Euh, et ensuite, aux migraines sont venues s'ajouter des tendinites. Donc là, comme je faisais du sport, pareil, on mettait ça sur le dos du sport. Mais finalement, quand je faisais pas de sport, j'avais des tendinites aussi. Donc, et le plus étrange, c'est que quand je faisais des radios ou autres, on me disait que j'avais rien. Sauf que moi, la douleur, je la ressentais réellement. Est-ce que ça, Euh, je t'interromps 2 secondes, Lydia, est-ce que ça, justement, pour Vas-y. la jeune fille que tu étais à l'époque et la jeune femme que tu es devenue, c'était compliqué d'avoir ce ressenti et que face à l'équipe médicale, tu avais l'impression d'être dans une errance médicale sans savoir vraiment ce que tu avais. Limite, oui, ben non, vous voyez bien à la radio, il se passe rien. Comment on réagit justement par rapport, et on en reparlera après par rapport au projet que tu développes, de se dire, mais je sens que j'ai mal en fait. Je sens que j'ai mal et en fait, je suis incomprise. Les gens ne m'entendent pas la douleur. Comment on réagit à ce moment-là? Comment toi, tu as réagi à ce moment-là? alors, je ne sais pas si c'est plus simple ou pas d'avoir un diagnostic ou pseudo-diagnostic, mais moi, en fait, ce que j'avais, c'était un syndrome fibromyalgique, sauf que ce mot n'était pas vraiment utilisé il y a 10 ans. Donc, c'était voilà, des tendinites chroniques, l'intestin irritable, enfin, c'était toujours plein de choses, mais qui étaient étranges parce qu'elles venaient, elles repartaient. Euh, Mais finalement, petit à petit, et là je rejoins ce que tu disais, quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait comment dire, déjà qu'il y avait des similitudes en fait entre ce que j'avais vécu avec les troubles du comportement alimentaire et les douleurs chroniques. J'ai commencé à faire certains liens entre les deux choses. Et pour répondre à ta question, bah, cette errance thérapeutique, elle est vraiment difficile parce que finalement, tu es toujours coincé entre deux feux, c'est-à-dire les personnes qui disent, bah oui, bah c'est normal, hein, t'as mal parce que t'en fais trop, hein. Et puis, celles qui disent, bah, arrête de t'écouter, ça ira mieux. En fait, ce que tu dis, c'est qu'on te fait culpabiliser en fait. Bah, des deux côtés, en fait. Des deux côtés. C'est ça qui est difficile. C'est que finalement, bah, on se dit, bon, bah, d'accord, je vais me reposer. Mais finalement, comme j'ai toujours mal, même quand je me repose, on me dit, bah, tu vois, arrête de t'écouter. Enfin, c'est vraiment très compliqué de se sentir incomprise et de pas forcément avoir une écoute non plus bienveillante du corps médical. Alors pas tous, hein, heureusement, j'avais un extraordinaire médecin généraliste, donc le médecin à l'ancienne, hein, qui connaît ses patients sur les bouts des doigts, qui m'avait vu grandir, qui connaissait voilà, chaque virgule de mon parcours. Mais c'est sûr que passer ça, plus récemment, l'accès au centre antidouleur était difficile, mais il faut savoir que de toute façon, 3% des patients ont accès au centre antidouleur. Alors, ça ne doit pas être un premier recours, hein, c'est un troisième recours, le centre antidouleur. Mais à un moment, quand on a tout écumé, ben, c'est un peu le Graal de se dire, je vais réussir à avoir un rendez-vous. Et aussi, il y a beaucoup de personnes, tu parles de migraines, euh, de douleur. Enfin, aujourd'hui, on vit avec cette douleur. C'est-à-dire que comme on ne trouve pas de solution, parce que pour certaines personnes, et tu l'as vécu, il y a des errances médicales pendant des mois et des années, que ce soit sur la fibromyalgie ou plein d'autres maladies, où il y a des symptômes que le patient décrit et que le corps médical se retrouve un petit peu démuni. Justement, c'est quelque chose aussi qui est complexe de se dire, mais finalement, bah, il y a beaucoup de personnes dans la population actuelle qui se retrouvent dans cette situation que tu as vécue avec aucune solution, si ce n'est prendre, je vais pas dire des placebos, mais on essaye tant bien que mal de
de compenser avec certains médicaments. Enfin bref, ça passe pas. Et il y a des personnes, ils vivent, comme tu dis, pendant des années avec ça. Est-ce que justement, ça aussi, c'est quelque chose que tu as contacté ou tu as créé une communauté où tu t'es dit, bah, je suis pas la seule. Et, enfin, comment tu t'es mis, toi, en mouvement? Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après avoir travaillé en VPC, en VAD, la vente à distance, c'est vrai que nous, on est un peu dans le fief de la région, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat puisque aujourd'hui, en parallèle de ta vie de maman et de ta carrière de chanteuse, tu es entrepreneuse. Comment ça s'est mis en place justement pour te mettre ce pied à l'étrier de l'entrepreneuriat? Ah ouais, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes, hein. Entre deux, j'avais monté mon cabinet d'art-thérapie déjà en 2012. J'ai fait mes premières études et publications sur la douleur en 2012. J'ai été la première française à faire rentrer l'art-thérapie au bloc opératoire. On avait réussi à montrer que si les enfants étaient suivis par un art-thérapeute, finalement, on avait moins besoin de leur mettre des anesthésiants. Ils s'endormaient plus calmes, ils se réveillaient plus calmes. Donc j'avais déjà à l'époque monté mon cabinet. Je travaillais beaucoup, j'étais spécialisée sur tout ce qui était douleur, TCA et les troubles autistiques. Euh, le Covid est passé par là, donc pour tout ce qui était enfin, voilà, auto-entrepreneur et, et métier artistique, on va dire que c'était les deux branches qui ont vraiment été touchées de plein fouet. Et c'est à cette période-là où moi, les douleurs, elles commencent, enfin, au niveau migraine, etc., ça commence à vraiment être compliqué de vivre avec. Et du coup, je passe mon agrégation d'anglais pour être professeur d'anglais. Donc ça, aujourd'hui, mon métier officiel, c'est professeur agrégé d'anglais à l'université. Donc on va dire le métier artistique, il est plus sur le côté pour l'instant. Je l'ai un peu mis en pause pour l'entrepreneuriat. Parce que j'ai, comme tout le monde, que 24 heures dans mes journées et qu'à un moment, il faut faire aussi des choix. Et que mon combat le plus important, c'était celui-là. Donc, Oui. voilà, voilà, pour répondre, pour revenir sur la question que tu avais posée, euh, j'avais déjà cette fibre entrepreneuriale, je l'avais déjà fait une fois. Et finalement, le Covid a fait que moi, j'ai eu d'autres priorités au niveau aussi au niveau familial à ce moment-là. Mais c'est sûr que quand on est venu me proposer, enfin, quand j'ai eu les livres qui sont sortis, je me suis vraiment dit, tout ça n'arrive peut-être pas par hasard en fait. Voilà, peut-être qu'il faut que tu parles de tout ça. L'anorexie, j'en avais jamais parlé avant en fait. C'est récent, j'en ai parlé la première fois dans le livre qui est sorti en 2024. Avant ça, même par rapport à la carrière artistique que j'avais, bon, je défendais des causes mais jamais finalement les causes qui me touchaient le plus. Je faisais beaucoup de caritatifs avec les Restos du Cœur, avec plein de choses. Beaucoup j'étais marraine de 3 associations avec des enfants porteurs de handicap, mais j'avais toujours finalement gardé ces combats à distance de moi. Et Alors, c'est qu'en 2024 où ça s'est télescopé, je vais y arriver, où finalement, je me suis enfin mis face à mes propres combats pour essayer d'aider les autres aussi. alors justement, dans ce que tu partages, c'est vrai que c'est important aussi. Donc, tu es auteur du livre J'ai mal, mais je me soigne, où tu partages justement ton expérience. Et c'est vraiment important parce que dans ce que tu partages, j'ai eu la chance de te voir aussi, de partager ton projet entrepreneurial. Euh, c'est pour toi important de trouver des solutions justement par rapport à cette douleur et aujourd'hui, on en parlait juste avant de démarrer aussi, tu as lancé un projet collaboratif, en tout cas une cagnotte collaborative pour le lancement de ton appli, puisque c'est une appli qui s'appelle Freely App. Je vais te laisser expliquer un petit peu ce que c'est, parce que c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça génial et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé de venir participer dans ce podcast, pour voilà, de faire connaître aussi au plus grand nombre, parce que c'est vraiment, je pense, une pépite qui va permettre peut-être à plein de gens de trouver des solutions, de sortir peut-être de cette erreur médicale, de cette errance, pardon, je vais faire une coupe, de cette errance médicale. Et j'aimerais voilà, que tu nous partages un petit peu en quoi ça consiste Freebie et comment on peut se la procurer et voilà ce que ça peut résoudre comme problématique. Alors en fait, le livre J'ai mal mais je soigne, c'est un livre témoignage, mais je me suis pas levée un matin en me disant tiens, je vais raconter ma vie. Ça s'est pas vraiment fait comme ça.
J'ai commencé à faire j'ai fait un programme en fait pour moi m'en sortir parce que j'ai eu la chance de faire partie d'un protocole expérimental en Australie où j'ai bénéficié justement de leur accompagnement pendant 6 mois. Ensuite, j'ai eu la chance d'être accompagnée par le docteur Schubiner aux États-Unis, qui est un des précurseurs de la Mind Body Medicine aux États-Unis. Et de ces expériences, moi, je les ai compilées avec ce que je connaissais déjà, parce qu'à un moment, je me suis dit, mais en fait, toi, tu étais une spécialiste de la douleur sur l'art-thérapie, donc à un moment, il va falloir appliquer sur toi-même ce que tu dis aux autres de faire, parce que finalement, c'était un peu quand même ça. Comme j'avais l'habitude aussi de faire justement des marathons, je me suis dit, bah, tiens, finalement, je vais faire un petit plan d'entraînement. Tous les jours, je vais me dire, tiens, je fais cet exercice-là, cet exercice-là, cet exercice-là. Et j'ai commencé finalement à en faire un PDF que j'ai commencé aussi à partager, etc. Et puis au bout d'un certain temps, bah, finalement, c'est devenu un livre. Parce qu'il y avait des gens à qui je parlais sur les réseaux sociaux qui disaient, mais c'est super, où est-ce qu'on peut avoir aussi, nous, les exercices, etc. Et c'est en démarchant les éditeurs qu'il y a une maison d'édition, en fait, qui est venue me dire, mais nous, on aimerait bien la partie, comment tu en es arrivé à écrire, justement, ce livre méthode. Euh, j'ai parcouru la France pendant quasiment un an et demi de librairie en librairie pour aller à la rencontre un peu des gens. Et c'est vrai que partout, enfin, j'ai vraiment ressenti ce besoin finalement d'accompagnement. Euh, L'idée n'étant absolument pas de remplacer un accompagnement médical, hein, bien évidemment. L'idée, c'est de s'intégrer au parcours de soins, de travailler. On a co-construit, de toute façon, le livre a été co-construit avec des médecins qui ont relu, qui ont validé. L'idée, c'est vraiment de se dire, bon, on a 12 millions de patients qui souffrent de douleurs chroniques. On a un accès aux soins, je l'ai dit tout à l'heure, 3% des personnes ont accès aux centres antidouleurs et 70% des personnes estiment que leur prise en charge n'est pas adaptée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Euh, L'idée, c'est de se dire comment, pendant ce parcours médical, pendant cette période d'errance où j'attends un rendez-vous, où je cherche une solution, comment déjà je peux me sentir moins seule? Comment je peux avoir accès à toute une éducation thérapeutique qui finalement, quand on la cherche sur Internet, on la trouve, mais il y a de tout, des choses qui sont sérieuses, des choses qui le sont moins. Euh, on voulait vraiment, je dis on parce que c'est co-construit avec le docteur Nectou du CHU Lille, le docteur Schubiner aux États-Unis, maintenant depuis récemment le docteur Annick, qui est spécialiste des troubles du comportement alimentaire. Notre idée était vraiment de dire comment je garantis finalement aux personnes qui vont venir nous voir une information qui est sécurisée, validée, comment je leur propose tout au même endroit. Les retours que j'avais sur le livre, c'était waouh, super, on a enfin tout au même endroit. La partie pourquoi j'ai mal, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et la partie atelier qui est comment je vais aller un petit peu creuser et voir ce qui se passe. Les douleurs, notamment les douleurs neuroplastiques, donc avant on appelait ça les douleurs psychosomatiques, hein. Euh, on a le fameux c'est dans ta tête. Ouais, c'est pas dans ta tête en fait, c'est créé par ton cerveau. Alors la nuance, Elle est elle est subtile. faible, mais elle fait toute la différence en fait. Parce que se dire, oui, en effet, c'est créé par mon cerveau et donc cette douleur est réelle. Elle n'est pas dans ma tête. C'est pas une invention. C'est bien quelque chose que je ressens et qui est physiologique en fait. Elle existe. C'est une réaction qui se passe dans mon corps. C'est juste que finalement, quand on fait des radios, comme on cherche pas au bon endroit, on ne trouve rien. Mais il y a bien quelque chose qui se passe. Mon cerveau envoie cette douleur. Oui, il envoie l'information, il a une perception d'une douleur quelconque. Et en fait, Il- si c'est au genou ou ailleurs ou au dos, ou voilà, comme tu disais, ça peut être des lombalgies ou autre. Comme on fait le dos, ben, on voit pas, mais en fait, c'est à l'intérieur du cerveau qu'il y a quelque chose qui s'alerte en disant il y a une douleur, alors qu'en fait, dans le corps, tu la sens, tu la vois pas à la radio, quoi. C'est ça. Alors en fait, le cerveau, il a une perception d'un danger. Comme il a une perception d'un danger, il envoie de la douleur, puisque la douleur, c'est le système de protection de notre corps, c'est notre système d'alarme. C'est positif à la base, hein. Il y a des personnes qui ont certains gènes qui ne leur permettent pas, enfin, qui fait Ben, qu'ils ne c'est reçoivent pas positif, la douleur. sauf que c'est comme une alarme incendie. Tu sais, c'est comme, j'allais dire, en entreprise, quand on fait des exercices. Si
enfin, les choses on fait bien, il y a une alarme, on sort. Au bout d'un moment, l'alerte est là, on l'écoute plus. Et en fait, c'est ce que tu expliques, c'est que l'alerte, elle se déclenche trop souvent. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour aller trouver l'origine de cette alerte dans le corps, en fait. Bah, en fait, elle se dérègle, tout simplement. C'est-à-dire que, comme tu le dis, on essaie d'agir sur les symptômes, mais pas forcément sur les causes. Et comme on n'agit pas sur les causes, ben forcément, on a l'impression que ce qu'on fait est inutile. C'est un peu, on imagine un pompier qui, en permanence, enverrait l'eau sur la fumée et pas sur les flammes. Ben, il va s'épuiser, hein, à force, il n'y aura plus d'eau et les flammes seront toujours là. Et ça peut s'embraser encore plus. Alors justement, aujourd'hui, Freely, c'est une plateforme ressource. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Comment on peut y adhérer? Enfin voilà, ça se télécharge sur un smartphone. J'ai mal, mais je me soigne, c'est le témoignage. Et Bye Bye Douleur Chronique, c'est le livre méthode où il y a des ateliers, etc. Très bien. Alors justement, si tu peux nous expliquer un petit peu comment je me connecte, qu'est-ce que j'y trouve et comment ça marche. Alors, pour l'instant, on est en phase, c'est pour ça qu'on lance la cagnotte sur Ulule, là, aujourd'hui. Je mettrai tous les liens en commentaire du podcast, comme ça vous pourrez soutenir l'initiative de Lily. Moi, et puis les gens peuvent me contacter aussi, hein, s'ils veulent des renseignements, il y a un site internet, voilà. Donc là, en fait, on a reçu une subvention des Hauts-de-France. Donc, il y a une start-up du nord de la France qui est en train de commencer à développer le prototype. On est en train Donc là, on est en train de recruter un développeur pour pouvoir prendre le relais ensuite pour la V1. Là, vous pouvez aujourd'hui, c'est aller sur Ulule et commencer et réserver l'accès, puisqu'en fait, dès que ce sera sorti, donc normalement, il y aura une première version à l'automne. Voilà, on accueillera avec grand plaisir les bêta-testeurs pour qu'ils puissent aller faire tous les ateliers, les tester, nous dire ce qu'ils aiment, nous aider à créer l'interface utilisateur. Ce qu'on trouvera dedans, c'est un peu comme le livre. Alors, on va essayer d'y mettre plus d'interactivité, hein. C'est l'idée que ce soit qu'on puisse actualiser, qu'on puisse mettre des études plus récentes tous les jours, de tenir un peu informés les utilisateurs sur ce qui se passe dans le monde finalement, de la neuroscience, de la douleur, parce qu'il y a des avancées tous les jours. Euh, donc, il y aura toute une partie, donc il y a la partie mind. L'idée, c'est d'apaiser son cerveau, c'est-à-dire d'aller justement chercher ses causes. Pourquoi mon cerveau a peur, en fait? Donc, il a peur de dangers psychologiques et de dangers physiques. Donc, ça peut être tout simplement, bah, j'ai tellement mal que maintenant je bouge plus parce que j'ai peur d'avoir mal, mais comme j'ai peur d'avoir mal, je déclenche la peur. Ça peut être je suis sous stress en permanence et bah, mon cerveau il est en train de me dire là, il va falloir que tu ralentisses. Ça peut être des choses qui remontent à plus loin. Le docteur Sarno, qui est le précurseur de la mind-body medicine, disait que ça pouvait presque être comparé à du un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers de traumatisme, un tiers de stress quotidien et puis un tiers de personnalité favorisante. C'est vrai que sur les gens qui viennent me voir, bah, finalement, on se retrouve facilement en communauté puisqu'on a beaucoup de points communs. Des grands hypersensibles, des gens qui ont souvent dévoué leur vie aux autres. J'ai beaucoup de professions paramédicales, j'ai beaucoup d'infirmières, j'ai des aides-soignantes. Mais paradoxalement, je peux aussi avoir des hommes d'affaires ou des avocats. C'est ça qui est assez étrange, c'est qu'il y a vraiment des clusters, en fait, des groupes de personnes qui ont les mêmes symptômes pour des causes finalement différentes. Ensuite, la partie body, donc c'est la partie remettre son corps en mouvement, parce qu'il y a beaucoup de peur euh, par rapport au fait de se dire, mais si je peux bouger. Or, voilà, suivant ce qu'on a, mais même quand on a de l'arthrite rhumatoïde, même quand on a ce genre de choses, il faut continuer à bouger en fait. On a encore les anciennes idées ancrées comme quoi, quand tu as un mal de dos, il faut t'allonger et puis bouger. C'est pas forcément vrai en fait. Euh, le, Oui, c'est vrai le... qu'on s'immobilise alors que le mouvement, généralement, on a tendance à s'immobiliser pour pas avoir plus mal, alors qu'en fait, parfois le sédentaire, ça va accentuer la douleur, alors que si on se met en mouvement, doucement, Ouais. à son rythme, ça permet justement ben, voilà, plus on reste enfin, statique, pire c'est pour certaines personnes, en fait.
Et c'est justement ce qu'on fait faire en école du dos aussi, hein, toute cette partie-là. Et pareil, ça, les écoles du dos, il y a beaucoup d'attentes. Et c'est justement reprendre confiance en son corps, en fait, dire, mais non, mon corps n'est pas cassé et je vais continuer à avancer avec. Et la partie C, Connection, c'est là où on propose la PRT, la thérapie de retraitement de la douleur, qui est vraiment apprendre à réanalyser correctement les signaux qui sont envoyés par notre corps pour progressivement réussir à éteindre cette alarme en fait. Puisque comme dans la partie mind, on a travaillé sur les causes, ensuite après, le cerveau a quand même une mémoire hein, de la douleur et il développe aussi une certaine addiction à la douleur. Donc l'idée dans la partie connection, c'est de travailler sur cette addiction, si on peut l'appeler comme ça, et de reprendre finalement une vie plus saine. Donc en travaillant aussi sur l'alimentation, en travaillant, mais on n'est pas du tout dans du régime ou enfin, on n'est pas, bon, pas dans ce genre de choses. On n'est pas forcément à bannir des aliments. On n'est pas, on est plus à se dire il faut être équilibré dans tout ce qu'on fait en fait. Les régimes restrictifs, de toute façon, sur le long terme, n'ont pas forcément fait leurs preuves, hein. Donc l'idée, c'est plus de se dire, j'essaye d'être le plus équilibré possible, de se pardonner aussi les écarts, parce que c'est pas forcément grave. Un équilibre alimentaire, c'est sur une semaine que ça se calcule et pas sur une journée. Euh, Retravailler un petit peu ses envies, c'est-à-dire est-ce que finalement le métier que je suis en train de faire, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai la possibilité de faire autre chose? Est-ce que je peux m'organiser pour éventuellement avoir le projet de faire autre chose? Euh, Beaucoup de gens qui y pensent mais qui n'osent pas finalement sauter le pas, alors que on critique beaucoup la France, mais il y a aussi des choses qui sont bien faites. On peut aussi faire des bilans de compétences, on peut reprendre des études, on peut avoir des congés formation. Donc il y a aussi des choses qui sont positives, des dispositifs que parfois les gens ne connaissent même pas. Voilà, tout, vraiment, c'est progressif. On fait un petit peu de tout tous les jours. Et surtout, on se sent moins seul en disant, mais finalement, ce que j'ai, il y a des tas de gens qui s'en sont sortis, quoi. Donc, il n'y a pas de raison que moi, ça soit différent. Et c'est chouette et merci Lydie parce que comme tu disais, c'est aussi parfois avec ton parcours de douleur et voilà, quand on est ado et qu'on est harcelé, c'est pas forcément simple d'avoir réussi à transformer ça en quelque chose de positif parce que tu aurais pu effectivement rester dans ton coin. Aujourd'hui, voilà, tu es quelqu'un qui va vers le public parce que c'est ton la scène, ça a quand même été une partie de ta vie. Et je trouve ça chouette de partager parce qu'en fait, ça sert souvent, tu sais, quand on dit on a des situations difficiles dans la vie, douloureuse. Et tu partageais, j'ai eu l'occasion d'écouter une de tes interviews en me disant, ben voilà, en fait, je sais pas, je vais remercier, mais presque, en fait, il y a un cadeau caché derrière tout ça. Et on en parle souvent des cadeaux cachés dans le podcast parce que souvent, les déclics, les choses qui se passent, ben, c'est pas contre nous, c'est aussi pour nous permettre de faire les choses différemment. Alors justement, dans tout ce parcours, je vois que l'heure tourne. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui, Lydie? Et il n'est pas fini, hein, ton parcours d'entrepreneur. Voilà, parce que tu es multicasquette, mais c'est chouette, quoi. Je ne sais pas si c'est possible de choisir quelque chose. En fait, si je suis fière de quelque chose, c'est de toutes ces différentes expériences que j'ai pu avoir, en fait. C'est le fait d'avoir euh, eu cette richesse euh, et de dire d'avoir pris des risques de temps en temps, parce que forcément, quand on a fait une école de commerce, j'étais destinée à une carrière bien rangée, bien droite, de cadre sup, d'avoir, voilà, je suis peut-être ce dont je suis plus fière, c'est d'avoir osé, par exemple, voilà, partir faire de la musique, euh, me former ensuite, refaire 3 ans en fac de médecine. Je pense que c'est de ces choses-là dont je suis le plus fière, c'est d'avoir toujours suivi mon instinct, en fait. D'avoir suivi mon instinct et d'avoir saisi chaque opportunité que la vie m'offrait, en fait. Je pense que c'est ça qui... Ouais, c'est vraiment c'est cette richesse, je pense, s'il y a quelque chose qui doit ressortir de mon parcours. Au-delà de Merci, bien évidemment mes enfants, puisque ça, quand on est maman. c'est notre Mais fierté. ça, c'était tellement induit que je ne l'ai pas dit. Merci Lydie, et c'est vrai que c'est important parce qu'en fait, c'est aussi le message que je souhaite véhiculer. Mon intention, enfin voilà, quand j'ai créé ce podcast, c'est de se dire, mais si mes invités peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Et en fait, c'est vraiment s'autoriser, soit à s'écouter, soit à en changer de vie et à être épanoui. Enfin, en tout cas, d'aller de tendre vers le bonheur. Je pense que c'est quelque chose
chaque jour un petit pas, ça permet justement de transformer les choses. Alors, je vais te laisser le mot de la fin. Merci infiniment pour ce temps passé ensemble. Mais avec grand plaisir, tout de suite quand tu es venu me voir à la fin du pitch, c'est toujours un plaisir de partager des expériences. Et puis voilà, on se dit toujours que peut-être quelqu'un de l'autre côté va nous écouter. Et comme moi, j'ai pu écouter d'autres personnes à un moment et que la chaîne continue. Il faut surtout pas qu'elle s'arrête avec moi, il faut qu'elle continue avec moi. Donc, Des cette personnes chaîne, qui vont trouver des solutions grâce à toi. Donc, merci infiniment. Je mettrai toutes les informations de la cagnotte participative Ulule, le livre témoignage, le livre aussi pour pouvoir appliquer le protocole. Merci infiniment. Et moi, je vous dis à bientôt. à bientôt!